Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 6. En avril, les nuits sont déjà trop courtes. Quand l'aube a filtré à travers l'unique fenêtre de la petite chambre, je me suis réveillé d'un seul coup, affreusement angoissé. Je ne me souvenais plus du tout où je me trouvais la veille. Qu'est-ce que je pouvais bien faire dans ces draps sales, à côté de cet épouvantail peinturluré? N'étais-je pas, tout simplement, en train de rêver que je me réveillais? Cela m'arrivait parfois, surtout lorsque je faisais la sieste après le repas. Mon sommeil n'était qu'un sommeil de surface, malsain, parasité par tous les bruits du monde extérieur. Un aboiement de chien me remplissait de terreur, le rire des enfants me transperçait de part en part, comme si ma mère s'était approchée de moi silencieusement et s'était mise à me frapper avec ses aiguilles à tricoter, méticuleusement, sans colère, avec un sourire presque imperceptible. Le téléphone sonnait, mais je n'arrivais pas à faire le moindre geste pour aller répondre. J'avais les jambes brisées, j'agonisais sur un bord de route, la poitrine défoncée, et le téléphone continuait à sonner. Pourtant, j'ai réussi à me lever et j'ai compris alors que je ne dormais pas. La laideur de la tapisserie à fleurs m'a donné envie de replonger dans le sommeil. Je devais être complètement ivre hier soir pour avoir réussi à supporter ce carnaval grotesque. Bérénice dormait tranquillement. Quand je me suis levé, elle a juste émis un léger grognement en avançant la main vers la place encore chaude que j'avais désertée. Brusquement, elle s'est redressée. « Tu pars déjà ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans la lumière sale du petit matin, elle était vraiment horrible à voir, la pauvre Bérénice. Son sein unique s'affaissait lamentablement, comme un ballon d'enfant dégonflé qui n'amuse plus personne et que l'on a relégué dans un coin du grenier. « Pourquoi, Jérôme, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu t'es pas plu chez moi ? Tu veux pas prolonger la halte alors ?» Elle était si moche qu'on avait envie de la faire souffrir pour la punir. Je me suis rhabillé sans dire un mot. Elle avait laissé des traces vertes sur ma queue. Je n'ai même pas eu le courage de les enlever. Ma propre faiblesse me rendait fou de rage. Je n'étais pas venu pour la tendresse et la douceur, mais pour la souffrance et l'humiliation. On m'avait volé sur la marchandise. Il était encore temps de rétablir la situation. « Mais pourquoi, Jérôme ? Je te reconnais pas, tu étais si gentil hier soir, tout à fait comme un petit enfant. J'avais un peu l'impression d'être ta mère ou ta grande sœur. Et maintenant, tu as des étincelles dans les yeux, on t'a changé pendant la nuit. Ça arrive souvent quand on dort, ces choses-là. Au matin, on reconnaît plus rien. Les gens qui vous aimaient vous aiment plus. Ils avaient les caresses et ils brandissent plus que des couteaux. On vit au milieu des fous et des folles. Mon Dieu, que j'ai hâte d'en finir. Sous terre, au moins plus personne n'aura des masques. On saura à quoi s'en tenir. Et puis d'ailleurs, comment serait-il pur l'enfant d'une femme ? Car je t'ai porté longtemps dans mon ventre, Jérôme. Et maintenant, tu viens pour te venger. J'ai peur de cette lueur dans tes yeux. Elle a des éclats noirs et je reconnais plus mon enfant. J'avais cru, pauvre fille bêtasse, naïve, comme dans les mélodrames américains en scope couleur, j'avais cru qu'un jour, il m'arriverait un amant magique et qu'il ferait repousser mon sein manquant et que je reviendrais. J'avais cru, oui, comme j'étais autrefois, tout à fait resplendissante, avec de la musique. Je me roulerais dans la neige et alors, j'ouvrirais les bras et je le serrerai dans mes bras. Je peux pas dire son nom, je peux pas. Mais non, ce n'est pas arrivé. Je n'y ai peut-être pas assez cru. Tu me regardes, Jérôme, comme si je t'avais fait du mal. J'ai enfilé mon chandail en mohair, puis j'ai plongé fébrilement ma main dans ma poche pour en extraire quelques pièces de monnaie. Tiens, voilà 3 pièces de 100 balles. Le sang s'est retiré de son visage d'un seul coup. Mais Jérôme, je t'avais dit que je voulais rien. Elle s'est mise à trembler. Rien, pas un centime. Dans quelle langue il fallait que je le dise ? J'avais cru qu'avec toi... Mais non. Quelle saloperie tout ça. Vivement que j'ouvre enfin la bouche pour la dernière fois et que ce soit plus du foutre. Avec la terre, au moins, j'arriverai à un accord. Car vois-tu, Jérôme, j'ai demandé dans mon testament qu'il n'y ait pas de couvercle sur mon cercueil. Je veux pas m'étouffer et qu'on m'isole comme si j'avais un genre de lèpre. Je veux encore participer. Les vivants ont horreur des morts, c'est ça le drame. Et pourtant, morte, je vais germiner, je vais faire pousser des bulbes, des tubercules, je vais grouiller à la surface. Oui, qu'on se le dise, je serai l'ami des bœufs et des blés.
Toutes les bêtes des champs, les paysans de la campagne se souviendront de moi. À leur manière, bien sûr, mais quand même. J'ai pas été si inutile. » Bérénice parlait si vite que je me suis douté qu'elle n'allait pas tarder à s'arrêter. Ce flot de paroles n'avait pour but que d'essayer de noyer mon angoisse. En vain. Brusquement, elle s'est mise à trembler. Elle faisait des efforts immenses pour ne pas pleurer, mais elle n'a pas tardé à éclater en sanglots. « Je veux rien, Jérôme, je veux rien du tout. J'ai assez d'argent pour avoir des visons ou des tas d'autres choses, mais j'ai envie de rien. J'ai jamais aimé l'argent. Et si j'ai fait la pute, c'est pour voir des gens, toucher des peaux, sentir que j'étais pas toute seule, quoi. Surtout, nous, on voit les hommes comme ils sont, vicieux et tout, et tellement seuls, avec des rêves de roi, tout à fait des enfants vieillis, ridés, désabusés, rideaux. On en a assez vu, on demande plus rien. » J'ai saisi violemment Bérénice par le bras. Elle était si faible que j'ai cru un instant que le bras allait me rester dans la main, comme celui d'une vieille poupée désarticulée. Je me suis mise à hurler en la secouant. « Je ne veux pas de cadeau, tu m'entends ? Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin qu'on ait pitié de moi. Et puis, ta pitié, elle me répugne. Elle est comme toi. Elle me fout la nausée. Voilà ce que je te dois. Et je trouve que c'est bien payé encore. » J'ai pris les 3 pièces de 100 francs et je les lui ai enfoncées entre les fesses. « Attention, Bérénice, qu'elle ne retombe pas. Tu as le cul un peu trop large, je te l'ai déjà dit. De toute manière, maintenant, nos comptes sont en règle. Et estime-toi heureuse, car c'est toi qui devrais payer pour qu'on te baise. » Bérénice s'est laissée tomber sur le lit, comme si, brusquement, toute envie de vivre l'avait quittée. Je ne l'entendais même plus sangloter. Je voyais seulement sa main se crisper sur les draps grisâtres, puis se détendre, et alors, c'était vraiment, déjà, une main de morte. Se crisper à nouveau et se détendre. Ainsi, dit-on, la main des cadavres, parfois, elle gratte contre le couvercle du cercueil avec des ongles trop longs, désespérés, se crisper et se détendre, avec la régularité un peu écœurante d'une mécanique détraquée. Avant de quitter la chambre, je lui ai lancé d'un ton faussement désinvolte. « J'espère qu'ils seront heureux et qu'ils auront beaucoup d'enfants. Car le terrain est propice, les orties ne sont heureuses que sur les champs d'ordures. Oui, Bérénice, que ton corps ne soit plus qu'un terrain vague, que les morts aient un masque d'ortie. À la nuit, la brume tombe sur leurs membres rouillés, mais on entend quand même d'étranges cris d'amour. » Puis j'ai éclaté de rire. En refermant la porte, j'ai entendu la porte se refermer. Oui, très loin. Tout ça se passait très loin. On ne percevait que des bruits amortis. C'était une autre époque. J'ai dégringolé 4 à 4 les escaliers et lorsque je me suis retrouvé dans la rue, j'ai éclaté en sanglots. La souffrance de Bérénice déferlait sur moi comme une lame de fond. J'ai eu envie de m'allonger sur le trottoir et d'attendre plusieurs heures. Là, qu'on vienne me ramasser ou qu'on me crache à la figure. Flairé par les chiens, leur urine m'aurait rempli de bonheur, ou en tout cas soulagé un instant. Bérénice était une reine, à sa manière, et cela, je n'avais pu le supporter. La manière dont je l'avais traitée était peut-être encore plus ignoble que le meurtre de M. Cloret. Pour un assassinat moral, sans doute, il n'est pas de pardon. Par ce crime, voulu, patiemment recherché, consciencieusement, méticuleusement, voluptueusement perpétré, je me punissais, certes, je prenais le calice, je progressais encore un peu dans les régions marécageuses du dégoût de moi-même. J'arrivais même, lentement, à ressentir une douleur qui se transformait peu à peu en une joie étrange, presque surnaturelle, un peu comme un croyant qui, après sa mort, voit pour toujours se refermer devant lui les portes du paradis et se met à pleurer de bonheur. J'aurais pu me jeter sous une voiture. J'en ai éprouvé le désir un bref instant, mais je me suis dit que la mort ne peut être considérée comme un châtiment, mais comme une délivrance, à laquelle je n'avais pas droit. Bien plus terrible était de contempler l'atroce lumière du petit matin, les façades noircies, encore fumantes, rescapées d'un incendie qui se rallumerait la nuit prochaine, insidieusement, car le diable ne dort jamais. Le visage de condamnés des gens qui vont au travail et qui, le soir, vont se retrouver un peu plus salis, un peu plus démunis, l'atmosphère de débâcle, la vague odeur de mort et d'insomnie, le bleu glacial des buées, la course sans joie des nuages, la descente interminable, le poids du ciel, le rire de gorge des putains, l'extinction à la fin des réverbères. Tout cela, pour moi, maintenant, c'était un peu comme le pauvre visage de Bérénice quand je lui avais tendu les 3 francs.
l'image même du désespoir, une agonie. Solange me répétait souvent « La vie est répugnante, Jérôme, je préfère la mort, la nuit, le sommeil. Suis mon exemple, éloigne-toi de tout, mais agis. Sois présent quand même dans ce cauchemar qu'ils appellent la vie. Joue ton rôle, salut et bonsoir, rideau. » C'est alors que tout commence, Jérôme. Oui, tout. Tu verras. Un jour, tu comprendras ce que je veux dire. Une autre que Bérénice m'aurait poursuivi dans les escaliers en hurlant, en me traitant de salaud, d'impuissant, d'ordure. Elle aurait menacé d'appeler la police. Elle aurait ameuté tout le quartier en essayant de faire croire qu'on l'égorgeait. Elle m'aurait assommé à coups de sac ou de godasse. Elle, non. Elle n'avait rien dit, à peine protesté. Elle s'était contentée de répéter qu'elle ne voulait pas d'argent, rien, pas un centime, et elle s'était laissée retomber sur les draps gluants de foutre. Peut-être s'était-elle ensevelie en eux, comme dans un linceul. C'était un matin d'avril sans grâce, un printemps ordinaire. Bérénice continuait à sangloter dans sa petite chambre, et les morts allaient au boulot sans rechigner, entraînant juste un peu les pieds. Où j'allais, moi ? Nulle part sans doute. Mais encore, à la maison peut-être. Je suis entré dans un petit bistrot qui venait juste d'ouvrir. J'ai commandé un cognac, histoire de me refaire une santé, puis un autre. Le patron me regardait d'un drôle d'air, comme s'il trouvait choquant que l'on boive du cognac à 7 heures du matin. Peut-être trouvait-il que je n'avais pas la tête de l'emploi ? Je n'étais pas du tout d'humeur à me laisser importuner, ne serait-ce qu'un court instant. « Alors, patron, lui ai-je lancé en le regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas une tête de travailleur, hein, c'est ça ? Vous devez vous demander, d'où il sort celui-là ? D'un asile ? Du zoo ? Je vais vous dire, les sous que j'ai plantés dans le cul de Bérénice et qui vont faire des petits, j'en suis sûr, je les donne à la caisse du parti. Voilà, puisqu'est-ce qu'on dit, bientôt ça va changer. Alors vous êtes témoin, j'ai payé ma cotisation. Qu'on me laisse tranquille, j'ai déjà donné. Je comprends votre air soupçonneux, remarquez. Je suis pas en bleu, je vous demande pas un café Calva. Je fais la Java, eh oui, je fiche absolument rien. Je dors le jour, la nuit, je me glisse dans les rues désertes, je frôle les passantes, j'ai envie de les violer mais je me contiens. Dans les terrains vagues, je fais l'amour à des fantômes. Je suis un fils de famille, voyez-vous, un osseur. Je sors du lit d'une fille formidable, le genre Gennaro, en mieux. Un peu crevé ce matin, mais ça ira. Enfin, on fera un petit effort, bien que... Elles sont vraiment déchaînées cette année, pas vrai, patron ? De plus en plus salopes, il faut bien le reconnaître. On se demande où ça va s'arrêter. Tenez, donnez-moi un autre cognac, mais dans un verre à bière cette fois. Il m'a demandé de répéter. Oui, un verre à bière, une chope si vous voulez. J'ai besoin de reprendre des forces. Je suis vidé, pompé, aspiré. Ne reste rien de ma semence. La mort n'est pas très loin. Donc, vitamine. Vous comprenez, il faut bien aller jusqu'au bout. En plus, j'ai 2 cadavres qui m'attendent à la maison, alors vous voyez ? Le patron a fait semblant de ne pas avoir entendu. Il s'est contenté de remplir un verre à bière de cognac sans dire un mot. Je l'ai vidé d'un trait, j'ai réglé l'addition et je lui ai lancé en me dirigeant vers la porte. J'ai tué 3 personnes cette nuit. Oui, mon vieux, 3. Il a haussé les épaules en continuant à nettoyer ses verres. Mais oui, mais oui. Son calme m'énervait. Il abritait une bouche veule derrière une épaisse moustache brune, le genre de moustache qui se veut rassurante, gros nounours, le type simple, près du peuple. Je suis revenu vers le comptoir et je l'ai regardé droit dans les yeux, sans dire un mot, en me contentant de former le chiffre 3 avec mes doigts. « Elle est vraie au moins votre moustache ? Vous l'avez pas achetée au rayon des farces et attrapes ?» Je l'ai tirée sans ménagement par les 2 bouts. Elle ne bougeait pas. « Je vous félicite, bravo. C'est une belle moustache, saine, intelligente, courageuse. Tenez, garçon, resservez-moi un autre cognac de la même taille. » D'abord, je ne suis pas le garçon, je suis le patron, et vous commencez à m'agacer. Il m'a saisi gentiment, presque affectueusement par les épaules, et m'a conduit vers la sortie. « Allez prendre un peu d'air, vous êtes rond comme une bourrique. » Il me parlait sans colère, comme s'il avait craint que je me fâche. Ma corpulence, sans doute, lui en imposait. Il a refermé tout doucement la porte derrière moi. « Voilà, au revoir, monsieur, au plaisir. Bonjour à votre dame. » C'était un homme qui ne voulait pas d'histoire. Il m'a adressé un grand sourire derrière la vitre. J'ai fait quelques pas et je me suis retourné, car j'avais l'impression qu'il me guettait toujours. En effet, sans doute redoutait-il que je revienne à la charge. Dès qu'il a croisé mon regard,
Il s'est éloigné de la vitre et a laissé retomber le rideau de la porte d'entrée. Je me sentais horriblement fatigué. Je n'avais pas l'habitude de boire de l'alcool le matin, et le cognac m'avait coupé les jambes. Je me suis laissé tomber sur un banc, près d'un arrêt d'autobus. Je n'avais pas la moindre envie de rentrer chez moi. Non que les 2 cadavres me fissent peur, mais l'idée de rester seul toute la journée dans ce tombeau me rendait malade. J'ai noté avec une satisfaction certaine que je n'avais pas pensé à Paolina Semilionova depuis hier soir. Au milieu de mon désespoir, c'était malgré tout une petite plage de répit. Peut-être le début de la guérison. Je commençais à me bercer de cette douce pensée, mais brusquement, ma souffrance s'est ravivée, avec la soudaineté d'une cicatrice qui se rouvre en plein milieu de la nuit. À cette heure, Polly devait s'apprêter pour l'école. Elle avait rejeté les draps d'un geste vif, et ses cuisses blanches avaient illuminé la chambre. À l'heure des lampes bleues qu'on allume sur les collines, ce que j'aurais voulu, moi, c'est poser mes lèvres sous les aisselles de Paolina Semilionova pour y respirer la sueur de la nuit, la sueur douce et salée, et descendre vers les seins minuscules, puis vers le ventre et ses odeurs marines, la toison enchantée, les lèvres si fragiles qu'on écarte avec d'infinies précautions pour ne pas les déchirer, avant de pénétrer avec sa langue dans les ténèbres rougeoyantes, brûlantes. Il n'y avait pas que le con de Polly qui me rendait fou de désir. Son anus aussi était un lieu de rêveries intenses. Dès que j'y pensais, ma queue se raidissait aussitôt, comme aimantée. Il fallait alors que je me branle immédiatement, sinon j'avais l'impression de devenir complètement fou. Son anus étroit, frais, son petit cul intolérant, insolent, les garçons de son âge ne devaient guère en rêver, trop fiers sans doute de coïter comme des grands, déjà comme les sales petits adultes qu'ils n'allaient pas tarder à devenir. L'anus nacré, l'anus étoilé, l'anus solaire, la région qu'ils n'avaient pas encore explorée, les petits crétins. Moi, je la parcourais souvent, voyageur de nuit, ver solitaire, obscur ténia fou d'amour. N'en déplaise aux raffinés, la merde de Polly était sacrée. Il n'y avait pas une parcelle de ce corps que je ne désire intensément. Aucun déchet ne m'était indifférent. J'ai plongé ma main droite dans ma poche trouée et je me suis branlé dans le fracas des autobus. Je m'arrangeais toujours, je dois l'avouer, pour porter des pantalons à la poche droite trouée. Cela permet une masturbation discrète et efficace en pleine rue, au restaurant ou au cinéma. Ma maman s'en étonnait au début, et puis elle avait très vite compris. Ça n'avait guère contribué à me faire remonter dans son estime d'ailleurs. J'avais déchargé avec une telle violence que mon pantalon était inondé. Heureusement, le tissu était de couleur sombre, et l'auréole de foutre se verrait à peine. Je n'étais pas calmé pourtant, loin de là. Polly continuait à me torturer. Elle n'en avait jamais assez. Mon désir n'aurait pu cesser qu'avec sa mort, et encore, je n'en étais pas tellement sûr. Elle s'accrochait à mes basques comme un chien enragé. Elle me mordillait le cœur, elle me saisissait la queue sans ménagement pour y planter ses jeunes dents, elle m'étranglait entre ses cuisses, elle me plantait ses ongles trop longs dans les fesses, dans la peau des testicules, et moi je restais là, hurlant en silence, parfaitement stupide, avachi sur mon banc comme un clochard ivre de solitude et de vin rouge. Elle avait fait de moi, Polly, une énorme poche pleine de pus qui attendait la main secourable qui viendrait la crever un jour. Je m'étais soulagé provisoirement avec quelques gouttes de sperme, mais c'était loin d'être suffisant. Paolina Semilionova se lavait devant moi maintenant, en sifflotant. Le savon la rendait radieuse. Elle se le passait voluptueusement sur les seins, sous les aisselles, entre les cuisses. Pourquoi ce maudit savon me rendait-il fou de jalousie? Pourquoi était-il si audacieux? On aurait dû le mettre sous les verrous. Le moindre objet me ridiculisait. À quoi bon vivre dans ces conditions? Je me suis mis à penser avec tendresse à la mort, au jour béni où je serais couché dans mon cercueil, enfin tranquille, délivré de mon obsession, et guère plus seul que je ne l'avais été au cours de ma misérable vie. Enfin, Polly s'est habillée. Elle ne sifflotait plus. Avant de passer sa culotte, elle la reniflait un instant avec une grâce de jeune animal. Oh, la reniflette des adolescentes! Le rite le plus troublant peut-être, de cette race mystérieuse qui hante la terre depuis si longtemps. L'odeur a dû lui convenir, car elle a enfilé son slip à une vitesse record. Un chandail, un jean, et voilà. Pas de soutien-gorge, j'en étais sûr. J'avais envie de prendre les passants à témoin.
Elle m'avait fait ça. Moi qui étais encore tout trempé à cause d'elle, elle avait osé, nue sous le chandail, prête à se laisser tripoter. Les seins des jeunes filles sont si sensibles, si vibrants, si fragiles. Pourquoi les laisser ainsi exposés à tous les dangers? La caresse du vent est bien suffisante, et pas si chaste qu'on pourrait le croire. Nichons fabuleux des fillettes, êtes-vous donc inconscient? N'écoutez pas ces gamines maussades qui ont l'air de se ficher de tout. Faussez leur compagnie, croyez-moi, laissez-les toutes seules, ces grandes bringues. N'empêche, Polly aurait pu faire un effort. Elle était studieuse, elle avait eu le prix d'excellence l'année dernière. Alors pourquoi se livrer à ces provocations de collégienne vicieuse? Je me suis consolé en me disant qu'elle aurait pu aussi bien ne pas mettre de slip sous son jean. Tandis que là, j'ai été rassuré quand même. Elle en avait un, minuscule peut-être. En tout cas, c'était mieux que rien. Oui, mais en étais-je si sûr? L'avais-je bien vu? N'avais-je pas tout simplement pris mes désirs pour la réalité? Après tout, ce ne serait pas la première fois. Maman me disait souvent que j'avais une fâcheuse tendance à fabuler, et Solange, pour une fois, était d'accord avec elle. Polly n'avait peut-être rien mis sous son jean, après tout. N'importe qui pouvait ouvrir la braguette et y glisser sa main. Oui, n'importe qui. Et c'était bien cela qui était intolérable. Un professeur un peu trop empressé, promettant des notes meilleures aux examens. Une professeuse lesbienne, amatrice de petites filles espiègles. Un surveillant général frustré aux mains baladeuses. Un chien aventureux, à la papate sans scrupules, à l'horrible museau flaireur. Un collégien au visage d'ange, un courant d'air, une puce, un papillon, une étoile filante, un prêtre réfractaire, un renard argenté, tout ce qui vole, marche, rampe, creuse, gémit, tout ce qui a des bronchioles et des alvéoles, les pugres, les nougris, les encervats, oh oui, tout ça, taroum, taroum. Il n'avait de cesse, sans arrêt à gratter, à caresser. Il se nourrissait de Paulina Semilionova. J'entendais leurs petites bouches voraces fouisser la chair. Même en plein jour, je les entendais. Ils la dégustaient à tout petits morceaux, presque honteusement. Bientôt, il ne resterait plus rien de celle qui m'avait été promise de toute éternité, pas même un minuscule cartilage. Leur chant de guerre, je l'entendais, oui, taroum, taroum, vague, presque oublié, comme dans ces vieux films en technicolor que j'allais voir avec ma maman au Gaumont Palace. Les tribus surgissaient avec des lances des forêts jaunes et vertes sous le ciel violet, et alors chaque guerrier sautait sur un crocodile. Taroum, taroum, les eaux boueuses s'entr'ouvraient. Des oiseaux au bec recourbé jaillissaient des nuages et se plantaient dans les crocodiles. Taroum, taroum, ils leur ouvraient le ventre, ils leur crevaient les yeux. Les guerriers noirs dégueulaient leurs tripes. Et quand le mot fin apparaissait, l'écran était complètement rouge. Taroum, taroum, je n'étais plus qu'un masque de carnaval, un candidat au suicide. Tout était joué déjà. Le plus atroce peut-être, c'était d'imaginer que, tout simplement, Polly, après être allée au cabinet, avait oublié de remonter la fermeture éclair de son jean et offrait à tous le spectacle bouleversant de son pubis. Oui, cette idée me rendait fou de rage. Elle me faisait suffoquer. Mes cheveux blanchissaient, ma peau se ridait, ma queue rétrécissait. Je ne savais vraiment plus à qui m'en prendre. Tout le monde profitait d'elle, même les orcelades et les parnauges, les bingres et les soufflinots. Tous promenaient leurs regards sur les régions interdites. De Jean-René Malignon à Louis Trinck, de M. Borg-Borg à Madame Pluchotte, de Viviane Asselineau à Rosette Templier, et même les petites bêtes des souterrains, Torges, Suisse, Frinzeau, Anis, et les plantes, les rameuses de la nuit, les brindilles, les tarnulias, les géraniolias, et les arbres, ceux qui ne se montrent qu'à la nuit tombante, Torges, Suisse, Frinzeau, Anis, et les petites bêtes des souterrains, les rameuses de la nuit, les brindilles, les tamulias, les géraniolias et les arbres, ceux qui ne se montrent qu'à la nuit tombante, Jean-René Malignon, Louis Trinck, Michel Borg-Borg, Suzanne Pluchotte, Viviane Asselineau, Rosette Templier, les orcelades et les parnauges, les bingres et les soufflinots. Mon Dieu, quelle horreur! Des phrases sans la moindre signification naissaient en moi. Elles s'entortillaient autour de mes organes vitaux. Elles m'étouffaient, elles claquaient du bec, tout s'effondrait. C'était le printemps des monstres. Même les nuages d'habitude, si étrangers aux pauvres vices des humains, prenaient des formes inhabituelles, indécentes. Et tout ça
à cause de quelques centimètres carrés de poils noirs apparus par miracle entre... Tous y avaient droit, sauf moi. Toile bleue, toile écrue, toile du cul, poil du cul. Pourquoi tant de saleté là où devraient être les anges, les dieux? Taroum, taroum, on ne meurt pas de désespoir mais de dégoût. Badabou, badabou. Je ne participais pas à la fête, je restais dans mon coin. Toile bleue, poil bleu, né du ciel. Les nuages s'écartaient, le sexe de Polly se dessinait dans les cieux. J'avais une envie folle de m'y engloutir. Trop haut, trop haut sont les dieux. Je gesticulais sur la terre chaude et sale comme un avorton devenu fou. Solange me répétait souvent « Il ne faut jamais tomber amoureux, Jérôme. Si tu aimes, tu es fichu. Imite-moi, éloigne-toi. Prends les issues dérobées. Fornique avec la mort. Étanche ta soif aux mamelles de la nuit. Deviens un courant d'air entre deux portes battantes. Laisse-les, laisse-les. Ils n'en valent pas la peine. Abandonne les vivants, laisse-les clabauder dans leur marécage. Et alors, tu deviendras comme moi, forte, invincible, sans pitié. Elle avait sans doute raison, Solange, mais ses conseils étaient trop difficiles à suivre. Elle ne s'adressait qu'aux âmes d'exception, et malheureusement, je n'en faisais pas partie. Je crois bien qu'elle me méprisait un peu à cause de ma faiblesse. Mon amour pour Polly lui était odieux. Elle n'y voyait que mollesse, déroute, trahison de l'idéal qu'elle avait essayé de m'inculquer pendant des années. Je lui ai demandé à voix basse de me pardonner ou au moins d'être un peu indulgente. Mais l'indulgence n'était pas son fort. Sa raideur parfois m'effrayait. Les voitures derrière moi se poursuivaient avec un bruit d'océan en furie. Une file d'attente s'était formée devant la station de bus. Visages mornes, fermés, corps brutalement exilés de leurs rêves et qui ne semblaient plus attendre grand-chose de la vie. Femmes sans âge, grisâtres, employés de bureau au complet fripés, adolescents au regard résigné de vieillards, pauvres troupeaux fourbus dès le matin, l'échine courbée, prêts déjà à recevoir sa pâture quotidienne d'humiliation. Je me suis brusquement demandé pourquoi je me sentais bourrelé de remords d'avoir envoyé M. Cloret dans l'autre monde. Après tout, il était le complice de cette société d'esclaves. Mieux même, il la protégeait. Il s'en faisait le défenseur zélé. Il profitait du malheur des gens pour refiler en souriant sa camelote religieuse. Et il était un peu comme ces vers bien gras qui se nourrissent de cadavres. Il vivait de la mort et de la douleur. Il s'empiffrait de chagrin. Il se gavait de mélancolie. J'avais débarrassé la ville de ce charognard. Au fond, j'étais presque un bienfaiteur public. Je ne comprenais plus du tout pourquoi, la veille, j'avais été pris de cette frénésie d'humiliation. Je me sentais vivant maintenant, plus vivant que ces fantômes blafards qui se rendaient au boulot sans même penser une seconde à se révolter. Ma liberté, c'était ma solitude. On me considérait comme un idiot, un irresponsable, un grand enfant, et cela m'arrangeait bien parfois. J'étais un être supérieur, mais j'étais le seul à le savoir. Ma force n'en était que plus grande. Les dieux, disait-on dans les temps anciens, aimaient parfois à se cacher. Au fond, comme Solange, je n'aimais que l'ombre, la clandestinité, la liberté inhumaine que procure cet état intermédiaire entre la mort et la vie, cet espace vide, indéfini, appelé par certains les limbes, et où je me suis toujours plu à voir le prolongement miraculeux de l'enfance. Seul M. Cloret avait flairé quelque chose de louche dans ma conduite, et c'est bien pour cette raison qu'il était absolument indispensable de l'éliminer. Ma maman aussi, bien sûr, s'était rendue compte de tout, malgré sa médiocre intelligence, et si elle s'acharnait à m'humilier, depuis des années, c'était sans doute pour se venger de ce qu'elle considérait comme une énigmatique fuite loin du monde des adultes. J'étais vivant, oui, et j'avais envie d'arrêter les passants pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je tâtais ma queue à travers la poche trouée. Elle était encore gonflée de désirs, printanière, tout entière tendue vers Paolina Semilionova. Il m'arrivait parfois d'imaginer que Polly était ma fille, que j'étais sa mère, une ravissante jeune femme enceinte. Je la portais dans mon ventre avec un air béat. Quand elle donnait des coups de pied, je défaillais de bonheur. Les mois passaient, les années, je différais indéfiniment l'heure de l'accouchement pour garder mon enfant en moi le plus longtemps possible. À la fin, je mourais et l'on m'enterrait avec mon gros ventre dans un cercueil en forme de boule. Mais le plus souvent, je m'installais dans le ventre de Polly, je me lovais dans son utérus, je me nourrissais de son sang, de sa lymphe, de son placenta, et je restais là jusqu'à ce que je lui ai pris toutes ses forces. Alors, je l'abandonnais. Sa propre vie coulait en moi désormais.
Nous étions deux en un. J'ai pensé à ce grand écrivain du XVIIe siècle dont m'avait parlé Solange, qui avait demandé à être enchaîné, après sa mort, au squelette de sa femme. Je ne sais pas pourquoi, ce désir étrange m'avait toujours fasciné, comme un symbole de l'amour absolu. Je me suis encore bercé quelques instants de ces douces rêveries, mais soudain, toute joie m'a déserté. Je venais d'apercevoir un couple d'amoureux qui s'embrassait à quelques mètres de moi, sous une porte cochère. Le garçon avait glissé sa main sous le chemisier léger de la fille. Il n'y avait aucun doute, c'était Polly qu'il caressait. Il effleurait sa chair tiède, il lui embrassait le cou à la naissance des cheveux, l'endroit le plus bouleversant, le plus fragile. Il ne savait donc pas, l'imbécile, qu'il aurait pu la briser avec ses gestes maladroits? Pourquoi était-il venu me narguer à cette heure où tous ne pensaient qu'au travail? Avait-il aperçu ses visages gris, ses regards de débâcle? Il défiait, avec toute l'insolence de la jeunesse, ces pauvres gens exilés dans un pays hostile. Il prolongeait sa nuit d'amour dans le dédale des rues bleutées. Il enfonçait voluptueusement ses doigts dans la chevelure noire de Polly. Il enlevait une à une les épingles qui la retenaient et la laissait se déployer lentement comme les ailes d'un oiseau mort. Il y avait une impudeur, une arrogance dans ce geste qui ressemblait fort à de la provocation. J'ai eu envie d'aller vers le jeune homme et de le prier sèchement d'aller faire ses petites saloperies ailleurs. Il avait commis le pire des crimes, il avait caressé la chevelure de Paolina Semilionova, il l'avait libérée, et maintenant, cette flamme noire allait me poursuivre partout, comme un feu follet échappé du cimetière. J'ai quitté brusquement mon banc, et au lieu de me ruer sur mon bourreau, je suis parti en courant. Si grande était ma peur de céder de nouveau à un de ces accès de violence dont M. Cloret avait déjà fait la triste expérience, que j'ai préféré battre en retraite. Je sentais en moi un atroce besoin de Polly, de son odeur, de sa respiration, de sa transpiration, de son rire, de son insignifiance de jeune fille de bonne famille. Ma douleur était obscène, injustifiable, une douleur d'animal à moitié écrabouillée sur une route, en plein soleil. Le jour n'avait rien repeint, aucun miracle n'avait eu lieu. Je me retrouvais aussi désespéré, aussi misérable que la veille, tout à fait démuni, un orphelin grotesque, un assassin dérisoire perdu dans une fête foraine. Je répétais malgré moi cette phrase, tout en continuant à courir. Il a caressé les cheveux de Polly, il a caressé les cheveux de Polly, il a caressé, il a cheveux, les chevaux de Polly, car il a chevaux noirs, chevaux blancs. Paul, il l'a fait. Je savais mon nom, certes, Bauche, Jérôme, mais le sien aussi maintenant, Paul. Paul, il a caressé les cheveux. Une comptine me revenait en mémoire. Mon père, ce gredin, de sa main d'assassine, ma mère, la putain, je n'arrivais pas à me souvenir de la suite. Après tout, cela n'avait pas une grande importance. Même si c'était mon père qui venait me voler ma fiancée et me donner une sévère leçon devant tout le monde. Oui, cela faisait bien des années que je n'avais pas prononcé son nom. Paul Bauche. Pourquoi lui, l'amant de la fille Coudreau, et maintenant de Polly? Merde, ça faisait un peu trop. Il m'avait déjà fauché ma mère, et maintenant... Pas lui, non, pas lui. Plus je martelais ces mots, plus j'avais envie de me ruer au hasard sur n'importe quel passant pour lui écrabouiller le crâne contre le mur. Mon père, ce gredin, de sa main m'assassine. Ma mère, la putain. Paul Bauche, Marie-Thérèse Coudreau, quelle sale histoire. À quel moment tout ça avait-il commencé? Par quel subterfuge avait-il séduit ma mère? Je ne le saurais jamais. Mais Paolina Semilionova, je pouvais encore la lui arracher, car elle était à moi. Même les cheveux, on n'avait pas le droit. Polly, les cheveux? Oui, il l'avait fait, oui, il les avait caressés. Ses cheveux à elle, Polly. Il. Nom d'un chien, pourquoi avoir fait ça? Ses cheveux à elle, Polly. Les siens, oui. Toutes les autres filles avaient des cheveux. Il aurait pu s'en contenter, Paul Bauche. Mon père, ce gredin. De sa main m'assassine, la mort ma cousine. Mais non, il avait fallu que ce soit ceux-là, précisément. Ceux de qui? Pas du général Dourakine, merde. Soyez donc un peu plus attentifs. Et si cette histoire ne vous intéresse pas, tant pis, on ne la raconte pas pour vous faire plaisir. Enfin quoi? Au bout du compte, on se met en colère. Paolina Semilionova sirotait une grenadine à la terrasse d'un café de banlieue, mais elle ne se doutait pas que « Mon père, ce gredin, de sa main m'assassine, ma mère, la putain !»
Tous ces fantômes acharnés à sa perte. Les paroles de la comptine étaient encore imprécises, mais l'angoisse, elle, était bien réelle, car enfin, il aurait pu attendre un peu que je sois parti. Mais non, devant moi, à quelques mètres. Ce noir de jet, je l'avais reconnu tout de suite. Quel plaisir pouvait donc bien prendre Polly à me torturer ainsi, à se vautrer dans les... En quoi avais-je démérité? Il avait arraché les épingles. « Père, mon père, de ta main assassine, la mort ma cousine. Père, mon père, de ta main assassine. » Il avait arraché les épingles. Une à une, il se les enfonçait dans le bas-ventre, juste à la naissance des poils, et sans souffrance apparemment. « La mort ma cousine !» Rien de plus obscène. Tout le monde avait vu, l'œil rincé, gratis. Les cheveux volaient dans l'air du matin. Quelle heure était-il? 7h? 7h30? Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. N'importe qui pouvait les humer, les mâchonner, les arracher. Polly, offerte à tous, s'éparpillant, s'effilochant. Polly me défiant dans toutes les rues de Paris, apparaissant aux fenêtres, riant aux éclats, se cachant derrière les arbres, me précédant et se retournant brusquement, le visage caché derrière sa chevelure noire, comme les petites filles quand elles veulent chasser les esprits. Polly courant bien plus vite que moi, pressée sans doute de rejoindre mon père, ce gredin, de ma mère, l'assassin. Polly courait bien plus vite que Paul Bauche, heureusement. Elle traversait la chaussée, en dehors des clous, avec une souplesse insolente, sans la moindre peur de se faire écraser par une voiture blanche, conduite par mon père, ce gredin, la mort, ma cousine, me faussant compagnie à la fin, le corps écartelé de Polly, et chaque passant se paratageant les morceaux. Il n'y avait que moi qui n'avais rien, pas même un petit lambeau de chair écarlate. À quels chevaux furieux avait-il attaché les membres de cette petite garce? Un peu plus haut, il fallait lire « se partagea... » Non, se partageant, et non pas se paratageant, car le verbe se paratager n'existe pas, hélas, tandis que mon père, ce gredin, lui, existe. Mon père, ce gredin, de ma mère, l'assassin. Oh oui, il est là, tout près, et la mort, ma cousine. Il n'y avait que moi qui n'avais rien. À quels chevaux furieux avait-il attaché les membres de cette petite garce? Quelles avaient été ses dernières pensées? Pour qui? Sûrement pas pour moi, Jérôme Bauche, car à cette époque, je m'appelais encore comme ça, Bauche, Jérôme Bauche. Maintenant, je n'ai plus de nom. Je rédige ces souvenirs vagues derrière des murs blancs, éblouissants. Parfois, même, je dois cligner des yeux pour arriver à supporter cette lumière trop crue, surtout celle, la plus terrible, qui filtre sous ma porte. Car mon père, ce gredin, de sa main m'assassine. Qui avait fouetté les chevaux? Qui avait donné le signal du supplice? Qui, surtout, avait condamné Paulina Semilionova à cette mort barbare? Je continuais à courir, mais maintenant, je commençais à me rendre compte que je n'avais plus personne à poursuivre. Je me sentais de plus en plus essoufflé. Mon cœur n'était guère en meilleur état que celui de ma mame, j'étais bien obligé de le reconnaître. À trop essayer de rejoindre Polly, l'insaisissable, il commençait à se sentir hors d'usage. Je me suis appuyé contre un mur pour ne pas tomber. La comptine absurde sifflait encore à mes oreilles. Les paroles changeaient sans arrêt, elles devenaient de plus en plus incompréhensibles. Père de mon père, gredin de ma mère, l'assassin. Les chevaux blancs s'étaient dispersés dans la ville avec les restes de la fugueuse, et je ne me sentais vraiment pas le courage de leur courir après. De toute manière, il ne tarderait pas à créer une telle perturbation dans les rues de Paris qu'on serait bientôt obligé de les abattre à coups de revolver. Quant à mon pauvre cœur, il était si fatigué, si résigné, qu'on aurait pu le jeter en pâture aux chiens abandonnés de la ville la plus triste du monde. Je me suis rendu compte que je me trouvais place Saint-Isaac, pas très loin du collège Semivolski. J'entendais encore les paroles de la comptine, de plus en plus lointaines. « Mon père, ce gredin, me dévore à sa faim. Ma mère, la putain, de sa main m'assassine. » À l'horloge de l'église, il n'était même pas 8 heures. J'avais encore largement le temps d'être à l'heure pour assister à la rentrée des collégiennes. J'ai poussé la double porte de l'église. C'était la première fois que j'y pénétrais depuis au moins 15 ans. Elle n'avait guère changé. L'odeur de moisi me remplissait de bonheur et d'un étrange désir de mort. Je me sentais vaguement coupable des effroyables tortures que l'on avait infligées à Polly. Si on ne pouvait rattraper les chevaux blancs tortionnaires, et si, surtout, on ne parvenait pas à mettre la main sur l'ordonnateur du massacre, alors il ne me restait plus qu'à étreindre les pieds du Christ et à m'effondrer sur le dallage glacé. Il n'y avait personne dans l'église. Je me suis laissé glisser le long du mur,
sur lequel était fixé le crucifix, puis j'ai plongé en avant, comme un ivrogne qui ne peut pas faire un pas de plus, et s'écroule, d'un seul coup, à la rencontre de sa propre mort. J'ai eu envie de demander au Christ pourquoi mon père, ce gredin, avait emprunté les traits d'un adolescent insolent pour caresser la chevelure de Polly, dans la rue, devant moi, à quelques mètres, rien que pour m'humilier devant tout le monde. Mais je me suis tu, car j'ai brusquement senti que j'étais en train de devenir fou, et pour de bon cette fois. Si Solange m'avait aperçu dans cette posture ridicule, elle m'aurait renié pour toujours. Je me suis relevé, j'ai frotté mes vêtements, et je suis sorti de l'église en courant, comme si une force invisible m'en avait brutalement chassé. Il s'était mis à pleuvoir, une de ces sales petites pluies grises tenaces, pénétrantes, qui donnent envie de foutre le camp très loin et de s'installer sous un nom d'emprunt dans un hôtel vide face à la mer. Décidément, le printemps avait fait un sacré bond en arrière. L'été serait froid, je le sentais bien. Je marchais à tout petits pas maintenant, comme un vieillard qui sort prendre le frais en fin d'après-midi. J'avais bien du mal à reprendre mon souffle. Cette poursuite m'avait épuisé. Je ne comprenais toujours pas pourquoi j'avais soudain éprouvé le besoin irrésistible de me jeter aux pieds du Christ, cette idole de plâtre, dans cette église humide où je ne mettais jamais les pieds. Je me sentais affreusement angoissé à l'idée que Solange aurait pu apprendre ma faiblesse, elle qui répétait sans arrêt « Jamais je n'irai me faire soigner chez le Christ, jamais, même si je pressentais qu'il n'y a plus le moindre espoir. » Heureusement, il n'y avait pas eu le moindre témoin. L'honneur était sauf.